Salut tout le monde, bienvenue sur cet épisode 13 de Plein Potentiel. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé un peu mon matériel. Donc, nouveau micro, nouveaux équipements, tout ça dans le but d'augmenter vraiment la qualité du son et la qualité des podcasts. Merci à Production Podcast et H2O Media qui m'ont vraiment conseillé au niveau des choix là, du matériel. Et en fait, qui m'ont conseillé de changer mes micros là, dans le but vraiment d'améliorer la qualité. Merci particulier à Martin Gaudet qui m'a vraiment bien conseillé à ce niveau-là et qui a pris le temps là, de me conseiller vraiment beaucoup. Aujourd'hui, vraiment, je suis extrêmement fier de l'invité que j'ai reçu sur le podcast, Sylvain Guimont, qui est docteur en psychologie du sport. Il est aussi ostéopathe, posturologue et éducateur physique. Donc, probablement l'invité que je suis le plus fier d'être allé chercher, là, parce que c'est vraiment pour moi un exemple. Donc, c'est quelqu'un que je suis depuis plusieurs années. Probablement même une des personnes là, qui m'a amené à m'intéresser à la psychologie sportive. Sylvain il fait aussi des conférences, plus de 140 conférences par année. Il a écrit plusieurs livres. Donc vraiment une sommité dans le domaine. Il a aussi travaillé avec des athlètes de la NBA, de la LNH, avec Tiger Woods, si je ne me trompe pas. Il me semble qu'il m'a parlé de ça. Et donc, on le connaît aussi pour avoir été consultant là, principalement pour le Canadien de Montréal pendant plusieurs années. Et aussi, il fait des apparitions à l'antichambre, puis à différentes émissions de télé, il fait des capsules. Donc, il fait beaucoup de choses. Puis, aussi incroyable que ça puisse paraître, là, malgré toutes ces choses-là, tout son temps qui est probablement très occupé, là, il a accepté immédiatement quand je l'ai contacté. Il m'a tout de suite dit on va s'arranger, on va trouver un moment. Fait qu'un gars vraiment cool, un podcast super intéressant. Je suis très fier d'avoir discuté avec lui, de l'avoir sur le podcast. Et donc, je vous invite à écouter ce podcast-là. Et je vous remercie d'être à l'écoute. C'est pas mal ça, ça fait le tour. Donc, podcast aujourd'hui avec Sylvain Guimont. Ah oui, avant de vous laisser avec le podcast, toujours un rappel des services que j'offre. Je suis moi-même coach en psychologie du sport. Donc, si vous avez besoin de conseils pour votre préparation mentale, que vous pratiquiez un sport, que vous soyez un entrepreneur, un artiste, un conférencier, n'importe qui a à se préparer mentalement pour une performance. Donc, contactez-moi. Vous pouvez me retrouver dans la description du podcast. Vous pouvez retrouver mes liens Facebook et Instagram. Et je vous laisse maintenant avec Sylvain Guimont. Bon podcast. Merci premièrement d'avoir accepté l'invitation pour être sur le podcast. Merci à toi, Francis. C'est très généreux considérant ton horaire très chargé. Là. Ce matin, tu avais justement une conférence là, ici à Bécancour. Oui. Et ce soir à Montréal. Exactement. Fait que tu es rendu vraiment axé sur les conférences, là, ta carrière J'en fais en ce beaucoup, moment. Ouais. En ce moment, je fais peut-être 175-200 conférences par année. OK. Fait que c'est beaucoup. Mais j'adore ça, faire ça. C'est beaucoup avec des entreprises, La organisations et tout ça, c'est ça? Oui. Ouais. La majorité, c'est avec des entreprises. Des fois, c'est avec des équipes sportives. Ça dépend, mais majoritairement entreprises ou à l'occasion grand public. OK. Ouais, c'est ça que ton associé, Léon Maurice, Léon disait tantôt là, que de temps en temps, mais c'est très rare là, que les conférences sont ouvertes au grand public. Là. Non, habituellement, c'est pour du corporatif. C'est donc, ça, ouais. c'est pour la corporation où je vais. Puis est-ce qu'il y a des éléments psychologie sportive qui t'intègrent dans ces conférences-là? Ou? En fait, Francis, c'est pratiquement que de la psychologie du sport que je fais. Oui. Vraiment, tu sais, travail d'équipe, fixation d'objectifs, la motivation, je te dirais, presque 80%, c'est des éléments qui font partie de la psychologie du sport. Mais c'est ça qui est super avec la psycho du sport, puis que je pense de plus en plus les gens commencent à se rendre compte, c'est que ça s'applique en fait à tout, là, en entraînement physique, en entreprise, au travail. La psychosportive, en fait, c'est de performer dans un domaine qui est le sport, sauf que
tu peux performer dans n'importe quel domaine, là, en fait. Oui, tu sais, c'est comme la première chose, c'est de se connaître. Ensuite, c'est de savoir ce que tu veux vraiment, puis c'est quoi tes désirs, tes rêves. Donc, en psychologie du sport, souvent, quelqu'un va avoir des objectifs à atteindre, il va vouloir bien performer, il va vouloir s'amuser au travail, c'est la même chose. Très souvent, il va avoir besoin de collaborer avec les gens. Des fois, il va avoir besoin de se dépasser. Des fois, il va y avoir de la compétition. Dans le monde du travail, il y en a aussi. Dans le monde du sport aussi. C'est vraiment... Le sport est vraiment une micro-société. Société dans les deux sens. Société dans le sens de notre société à grande échelle, mais d'une société, d'une entreprise, c'est un peu sur le même modèle. Mm-hmm. Oui, les mêmes principes s'appliquent dans la vie de tous les jours. Oui. Ouais, la compétition entre les autres ou au travail, ça s'applique énormément aussi. L'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi, c'est tous les mêmes concepts. La communication, leadership, le changement, ça change constamment dans le monde du travail. Dans le monde du sport aussi, les choses changent. La visualisation. Même si on pousse ça plus loin, quand tu donnes des conférences, tu fais une performance aussi, fait que tu peux aussi t'améliorer de façon en utilisant des techniques de psychosportive. Ben oui, exactement. Tu parles de visualisation, tu peux très bien utiliser ça. Tu as raison, Francis. Ce qui est vrai pour eux est vrai pour moi aussi. Non, tu as raison. Ouais. Puis, moi, en me préparant pour ce matin, cet après-midi plutôt, ce que je me disais, c'est que je connaissais pas tant ton background de ce qui t'a amené, en fait, à toutes tes études, là, parce que oui, il y a la psychosportive, mais il y a aussi l'éducation physique, l'ostéopathie, posturologie. Fait que, si on parle, mettons, de la fin de l'adolescence, qu'est-ce qui t'a amené premièrement à l'éducation physique, puis après, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir élargir tout ça? Là? Ben, la première chose, moi, je viens d'une famille de 8, je suis le 8e de 8, et mes frères avaient beaucoup de facilité à l'école, mais pas moi. Mes frères sautaient à l'école et ils sautaient des années. Moi aussi, mes parents en arrière. Donc, l'école n'était pas un milieu que j'aimais parce que je n'étais pas valorisé, parce que je n'étais pas bon. Mes parents, par contre, m'ont jamais traité différemment de mes frères, qui, eux, avaient beaucoup de facilité. J'ai jamais senti qu'ils me traitaient de façon différente, malgré le fait que moi, j'avais de la difficulté. Mes parents, c'est deux parents amoureux au plus haut point. C'était vraiment... J'ai eu beaucoup d'amour, ce qui m'a permis, même si j'avais un TDAH, je suis dyslexique, dysorthographique, puis j'ai un problème d'accès lexical, ça m'a quand même permis de bien réussir malgré ça. Donc, mes parents, et c'est le message un peu que j'envoie aux parents qui ont des enfants qui ont de la difficulté à l'école. Ça prend une grosse dose de courage, ça prend une dose d'amour beaucoup pour les supporter dans leur cheminement, même si c'est pas toujours de compréhension facile. aussi. Ouais. Fait que je suis... Donc, où j'avais beaucoup de facilité, c'était en éducation physique. Okay. Je jouais au baseball, je jouais au hockey, puis j'avais beaucoup de succès dans ces deux sports-là. Donc, quand je suis arrivé à l'université, j'ai eu ce qu'on appelle un scholarship, donc une aide financière pour jouer au hockey, mais aux États-Unis. Donc, je suis parti à 19 ans, jouer au hockey aux États-Unis. Puis là-bas, j'ai fait un cours qui s'appelle Apply Spinal Biomechanical Engineering, donc ingénierie de la colonne vertébrale. Okay. Quand je suis revenu de là, c'était très appliqué, mais pas assez pratique. Donc, j'ai décidé d'aller à l'Université McGill en éducation physique. À ce moment-là, c'était le département d'éducation physique, mais c'était vraiment plus kinésiologie ce que je faisais. J'avais étudié toutes les évaluations de la condition physique, le VO2 max, la biomécanique. Okay, donc, c'était ce que je faisais dans les laboratoires de biomécanique de l'Université McGill en éducation physique. Et quand j'ai gradué, mais j'avais déjà une spécialité au niveau de la colonne vertébrale et d'éducation physique. Fait que j'ai dit que c'était pour moi naturel de compléter et d'aller faire mon cours comme ostéopathe. Donc, je suis devenu ostéopathe. Puis est-ce que vous avez travaillé comme kinésiologue ou en éducation physique? Oui, j'ai enseigné un peu en éducation physique. J'ai travaillé aussi comme kinésiologue dans des centres où je faisais des tests d'évaluation puis avec des athlètes. Et j'ai développé à ce moment-là des logiciels au niveau des évaluations. Donc, l'évaluation des capacités fonctionnelles, de VO2 max, tout ça, et des évaluations au niveau de la posture, vraiment en biomécanique. Et ces logiciels-là se sont vendus un peu partout dans le monde au niveau transactionnel. Aujourd'hui encore,
C'est présent dans 32 pays. C'est traduit en 6 langues. Oui. Puis il y a 1 million de patients. Donc, j'ai avancé. Mon entreprise a grandi. Et aujourd'hui, j'ai encore cette entreprise-là qui s'appelle Biotonix. Donc, le volet biomécanique et d'éducation physique, c'est là que je l'ai fait. Mais, au même moment, j'ai vendu mon entreprise 51% à des partenaires américains, une très, très grosse firme qui s'appelle Great Advertising avec Procter & Gamble, tout ça. Et là, j'ai eu du temps devant moi. Mm-hmm. Et j'avais aussi les moyens financiers de faire ce que j'avais un peu le goût à 34 ans. Fait que j'ai décidé de retourner aux études, puis d'aller faire une maîtrise puis un doctorat à l'Université de San Diego, mais cette fois-là, avec un docteur qui s'appelle Dr. Christina Vassari, qui était dans le département de psychologie, donc en psychologie clinique, de faire vraiment une maîtrise et un doctorat, mais mon doctorat spécialisé en psychologie du sport. Okay. Donc, je suis allé à San Diego faire ça avec elle. Quand j'ai eu gradué, je l'ai fait sur la posture, la personnalité et la douleur. Et, OK, fait qu'encore là, tu es allé chercher des éléments là, qui... de ce que j'avais comme bagage. J'ai comme un peu mis ensemble dans mon doctorat la partie que je connaissais bien, qui était de la posture, avec la partie qui était vraiment plus au niveau psychologique, mais vraiment des tests psychométriques d'évaluation de la personnalité, donc ce qu'on appelle le MBTI, le Myers-Briggs. Et j'ai fait le lien entre les deux. Le lien personnalité et posture, c'est ça? Et posture. Okay. Donc, en posture, il y a 4 grands types de postures. Une posture A, qui est une posture assez droite, avec la courbe lombaire, dorsale et cervicale très bien équilibrée. On peut avoir syphose et hyperlordose, donc une posture un peu plus rigide. Mm-hmm. L'autre posture, c'est une posture qu'on appelle de dos plat, de flat back. Et la dernière, c'est une posture avec une translation avant. Ça, c'est des études qui ont été faites par Kendall et Kendall, le père et la fille, qui étaient tous les deux physiothérapeutes et qui ont fait des milliers de tests de posture pour arriver à 4 schémas bien déterminés de type de posture en latéral, donc la vue de côté. Lorsque j'ai rencontré Dr. Christina Vassari, qui était docteur en psychologie du sport pour la NBA, le basketball, je faisais les tests à ce moment-là de la NBA. Je faisais ce qu'on appelle les tests de Combine. Les Combine, ça existe ça, à la NHL, NFL, Major League Baseball, puis NBA. C'est les tests qu'on va faire avant que les joueurs soient repêchés. Donc, les 100 meilleurs joueurs qui sont listés sur les dépisteurs, soit par équipe ou soit de la Ligue, qui sont notés. Les 100 meilleurs vont passer un examen médical. Des dents, des vues, des yeux, des tests psychométriques et des tests contre LNH, ça? Oui, je sais pas si tu l'as nommé. Ouais. Oui, et ils le font dans la Ligue nationale de hockey. Habituellement, ça se fait à Toronto. Ça a toujours lieu peut-être quelques semaines avant le repêchage. Ouais, donc, c'est les jeunes qui sont juniors, qui viennent d'un peu partout dans le monde. Là, Sidney Crosby, tout ça, j'ai eu l'occasion de toutes les faire pendant toutes les années où j'ai été là. Et... Durant tes recherches, ça? Oui. Okay. Puis après aussi? Par la suite aussi, okay. Ouais, j'ai toujours fait sous Biotonix, mon entreprise. Donc, mon entreprise avait des liens et moi, j'étais consultant pour ces différentes ligues-là. OK. Donc, en faisant ça, je me suis retrouvé à l'NBA, Francis. Donc, j'étais en train de faire les tests de Combine pour la NBA. Et au même moment, moi, je faisais les tests où je place des autocollants sur le corps, puis je prends des photos, puis je détermine la biomécanique de la personne avec les postures, les déviations. Et on remet ça à chacune des équipes, des 100 meilleurs joueurs de la NHL, de la NFL ou de l'NBA. Et cette fois-là, on était pour la NBA. Et au même moment, j'entends quelqu'un à côté qui passait des tests aux gens. Puis elle leur parlait, on va faire tel test, ça. Puis on était très près les uns des autres. Donc, quand je l'ai entendue, elle parlait de tests de personnalité, puis elle parlait d'introversion, d'extroversion, donc extroverti, introverti. Et j'ai été très attiré par ça. Donc, pendant le dîner de cette journée-là, je suis allé la voir, puis j'ai demandé ce qu'elle faisait dans la vie. Elle m'a dit, moi, je suis docteur en psychologie pour la NBA, et je suis là, ça fait 16 ans. Et ma spécialité, je suis docteur en psychologie du sport, je suis brésilienne, et j'ai travaillé avec l'équipe féminine du Brésil pour démontrer que les équipes qui avaient le plus de potentiel d'avoir du succès étaient les équipes formées de plus de types de personnalités variées dans une même équipe. Je me souviens que tu avais parlé de ça parce que je t'ai déjà vu en conférence. Je ne sais pas si c'est là, mais je me souviens que ça m'avait resté vraiment en tête. Puis
Tu étais venu à l'UQTR là 4 ou 5 ans. Puis j'ai parlé de ça. Puis je pense que c'est là que tu avais parlé de ça. Puis dans ce temps-là, il y avait Subban, Heller. Exact. Il y avait des joueurs. Il y avait Subban qui était très flyé. Oui. Puis il y avait d'autres joueurs qui sont. Markov et tout ça. C'est ça, Markov, Plekanec, qui sont très introvertis dans leur bulle. Oui. Puis je me souviens que j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Puis que je m'étais dit, c'est vrai, c'est logique. Oui. On a besoin d'avoir quelqu'un qui va être un peu le fun, mettre de l'humour, amener de l'humour peut-être quand les moments sont plus difficiles dans l'équipe. D'un autre côté, d'autres sérieux qui vont ramener le clown à... C'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça, tu as raison. Et Francis, c'est ce qu'on a fait avec le Canadien à l'époque. Michel Terrien, c'était quelqu'un qui voulait en savoir beaucoup, puis il m'avait demandé de lui enseigner comment ça fonctionnait, les types de personnalités, pour qu'il puisse le mieux possible comprendre et interagir avec ses joueurs. Fait qu'on avait fait ça ensemble. Et moi, j'ai appris mon métier, cette façon de faire-là, avec elle, Dr. Christina Valseri, qui était à San Diego. Fait que je suis allé étudier là-bas à San Diego avec elle. Et pour me rendre compte que la posture et la personnalité des gens, il y avait un lien. Pour moi, lorsque je regarde quelqu'un de façon physique, je vois un peu son comportement au niveau psychologique et je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il y a un lien entre la posture des gens et leur personnalité? Mm-hmm. Donc, la question que j'ai posée pendant mon doctorat, ma dissertation, en fait ma thèse, c'était, est-ce qu'il y a une relation entre la posture et la personnalité? J'ai fait la douleur, mais la douleur, je ne l'ai pas fait de façon à mesurer le niveau de la douleur parce que j'avais une échelle de 1 à 10 pour la douleur, mais seulement la documenter à côté parce que je ne voulais pas faire tout ce qui était la littérature, la revue de littérature sur la douleur. C'est plus perception de la douleur que les personnes ont. Exactement, parce que probablement si j'avais eu à faire toute la revue de la littérature, la revue de littérature sur la douleur, je serais probablement encore en train d'écrire ma thèse. Ouais. Donc, je l'ai faite sur la posture et la personnalité. Et c'était très marqué. Donc, ça nous a un peu surpris et on utilisait le même langage. Donc, l'orientation au niveau de l'énergie, c'est ce qu'on appelle extraverti ou introverti. Mm-hmm. Donc, si je suis introverti, j'ai besoin de me retrouver seul, c'est ce qui va me donner de l'énergie. Si je suis extraverti, c'est en étant avec des gens que ça me donne de l'énergie. Au niveau de la posture, c'est la même chose. On appelle ça l'orientation au niveau spatial. Donc, comment je suis positionné va aussi... on utilise les mêmes termes, ce qui était très spécial pour moi parce qu'il y avait un lien entre les deux, mais non seulement il y avait un lien, mais on utilisait les mots qui étaient similaires. En fait, les mêmes mots. Et le deuxième, c'est la prise d'information. Donc, si je suis extraverti ou introverti, c'est comme un ordinateur. Un ordinateur va fonctionner à batterie ou électrique. Mm-hmm. Si je suis quelqu'un d'introverti, c'est pas que je suis gêné, c'est que j'ai besoin de me retrouver seul pour refaire l'énergie. Si je suis quelqu'un qui est extraverti, ça ne veut pas dire non plus que je ne suis pas gêné, mais j'ai besoin d'être avec des gens. C'est ce qui va moi aussi me donner de l'énergie. Le deuxième point, c'est la prise d'information. Tout ça, ça vient de Carl Jung au début du siècle, qui a commencé à parler de type de personnalité. Et le deuxième, c'est la prise d'information. Donc, ça, c'est plutôt dans le processus mental de prise de décision, mais avant de prendre une décision, il faut que je prenne de l'information. L'information que je vais la prendre soit à travers ce que j'ai vu, j'ai senti, j'ai goûté, j'ai touché. Donc, c'est mes sens qui captent l'information, ce qu'on appelle le sensitif. Mais il y a des gens parmi nous qui ont un niveau d'intuition plus grand. Ça, c'est le ressenti. Ils vont capter l'information à travers leur sens, mais ils vont ressentir quelque chose au moment même où ils vont capter l'information. L'intuition, elle est plus dominante et ça s'appelle des dichotomies. Donc, soit je suis introverti ou extraverti. Ça ne veut pas dire que je suis 100% l'un ou l'autre, mais je peux être en quelque part sur le continuum, exactement. La même chose va pour la prise d'information. Donc, il y a un continuum entre le côté sensitif de quelqu'un qui a besoin de tout savoir, de tout capter l'information, d'avoir des datas, d'avoir des données avant de prendre une décision. L'autre personne a besoin de moins d'informations parce que c'est plus son intuition. Et partie où... Moi, je sais déjà je suis où. Là. Moi, ça me prend beaucoup d'informations. C'est ça serait sensitif. Et tandis que moi, je suis intuitif. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup d'informations, mais pour moi, il faut que j'agis en fonction de mon intuition. Et pour toi, il faut que tu agis en fonction de ce que tu sens, donc tes sens. L'autre point, c'est la prise de décision. La prise de décision, cette partie-là, comme un ordinateur, c'est l'algorithme, elle est soit rationnelle ou soit émotive. Donc, si je suis un feeler, c'est comment je vais me sentir avec cette décision-là. Si je suis un thinker, ce qu'on appelle le rationnel, lui, il va peser le pour et le contre, puis il va aller du côté qui va être plutôt rationnel. Mm-hmm. Et le dernier,
Ça, c'est pas Carl Jung qui a fait ça. Carl Jung avait fait les 3 premiers types, mais c'est 2 femmes, la mère et la fille. Myers-Briggs. Donc, la mère elle faisait des tests de psychométrie, elle utilisait les tests de Carl Jung, et ensemble, ils ont fait beaucoup de gens à l'époque des années 40-50 à faire un inventaire. Donc, c'est pas un psychométrique, c'est vraiment ce qu'on appelle un test d'inventaire. C'est un inventaire de ce que nous sommes. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise personnalité. Il y a 16 types de personnalités si on décortique les 4 types de lettres. Et la dernière lettre, Francis, ça se trouve être l'attitude de la personne. Donc, l'attitude, on utilise le même mot en posture. On appelle ça de l'attitude posturale. Donc, c'est l'attitude qui est soit rigide, très structurée, organisée. Ces gens-là vont être un J. Donc, on appelle ça des judgers. Et l'autre, c'est des P. On appelle ça des perceivers. Le judger, il est très structuré, organisé. Il y a un agenda. Pour lui, c'est important la préparation. Pour celui qui est un P, la préparation, c'est pas ce qui est important pour lui. En fait, il n'a pratiquement pas besoin de fonctionner dans la vie parce qu'il a un sens très grand de l'improvisation. Donc, pour lui, d'être préparé, d'être structuré, avoir un agenda, savoir ce qui va se passer, pour lui, ça devient ennuyeux. Pour celui qui est un judger, ça devient rassurant. Ouais. Donc, on a un meeting. Tu reconnais des gens. Tu reconnais des gens, c'est ça. Vraiment, là. Donc, imagine que tous les deux, on n'a pas ce même type de personnalité-là. Toi, tu es un J, moi, je serais un P, un exemple. On va arriver à une réunion ensemble, toutes les deux, ou ça peut être d'une équipe de hockey ou d'une équipe de travail. On arrive là, toi, tu es super structuré, super organisé, tu as toutes tes notes, tu es prête. Puis tu es vraiment, tout est planifié d'avance. Donc, tu sais ce que tu vas manger demain pour dîner, puis pour souper, puis etc. Moi, je suis un P. Je suis incapable de me préparer d'avance. Pour moi, la vie, elle ne doit pas être préparée, elle doit être vécue. Donc, elle doit être vécue ici, maintenant, dans le moment présent. Je ne vois pas plus loin que ça, puis je ne prépare pas mes choses d'avance. Donc, on se présente toutes les deux au même meeting. Toi, tu vas être très structuré, organisé. Moi, je ne le serai pas. Par contre, s'il arrive un événement où on doit agir rapidement, la personne la plus apte à faire ça, c'est moi. J'ai moins de difficultés à improviser et à me débrouiller avec le moment présent, puis dire, bon, ben, je suis là, mais je le prends de cette façon-là. Quelqu'un qui est un judger, qui a le J, lui, il est mal à l'aise de ne pas être préparé. Pour lui, la préparation, ça compte pour beaucoup, beaucoup. Donc, je ne peux pas le mettre dans l'incertitude de ne pas être préparé d'avance puis de ne pas être structuré d'avance parce que, en fait, je n'irai pas chercher le maximum de nuit. Il va être trop inquiète à juste survivre au moment présent. Tandis que l'autre, si je l'amène trop loin, trop vite en avant, pour lui, c'est comme, non, prends-moi pas dans 2 jours. J'ai la misère à savoir ce que je vais faire dans 1 heure. C'est drôle parce que ça me fait penser à ce matin. Parce que ce matin, on était supposé faire le podcast. Exact. Tu m'appelles. À 8h30. C'est ça. Tu m'appelles, puis tu avais tout de suite une solution. Bon, finalement, ça ne marchera pas. On se rend compte après, par exemple, il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est. Toi, tu es plus dans le. Comment le judger? L'improvisation. Ouais, non, ça, je ne suis pas préparé. J'arrive là, puis là, OK, on va trouver une solution. Puis moi, je suis plus dans l'autre qui est. OK, là, ça change toute ma journée. Je m'adapte, c'est correct, j'ai réussi à m'adapter, mais là, il y avait de l'incertitude dans ma journée, puis là, je filais pas. Là. C'est ça. Plus de stress. Tandis que là, je m'en venais moins stressé si on le faisait à matin parce que j'y avais pensé. C'était ça. Après ça, je m'en allais là. Ouais. Donc, tu vois, tous les deux, on est un bon complément l'un pour l'autre. Puis ça montre le challenge aussi dans une équipe, puis si de travail ou whatever. Tu as tellement raison. Si j'étais capable de profiter de toute cette structure-là que tu as, que je n'ai pas, ben je te demanderais, OK, veux-tu me donner un coup de main à structurer ma journée, ma semaine? Est-ce que tu peux? Et là, tu pourrais me donner un coup de main très, très grand. Moi, au contraire, tu me dirais, Sylvain, moi, quand il y a une incertitude, une imprévue, ça me déstabilise. Mais moi, je vais te faire en sorte que tu vas vivre certains déplaisements, mais au lieu de te sentir mal, je vais te le faire vivre du côté où c'est drôle, c'est le fun, puis c'est le fun de ne pas avoir de structure parce qu'on est plus libre, selon moi. Toi, ta liberté, elle vient de la structure. Moi, elle vient de la non-structure. Mais il y a de fortes chances que tu pourrais apprécier ce moment-là parce que tu vivrais un peu une partie de ta vie, mais dans mes souliers. Comme moi, je pourrais vivre une partie dans tes souliers. Donc, on ne doit jamais juger quelqu'un avant d'avoir marché 1 000 dans ses souliers. Mais non, tous les deux, on ferait cet exercice-là. Puis, on se rendrait compte, probablement, que j'apprécie ce que tu es parce que je viens de le vivre, ce que tu vis. Et probablement que toi, de ton côté,
tu apprécierais un peu plus et tu me comprendrais mieux parce que tu aurais vécu une journée ou deux dans mes souliers. Ben, puis je suis sûr que ça m'est... En fait, c'est sûr que ça m'est déjà arrivé, justement, qu'il y a un plan qui change, puis que j'avais pas le choix de m'adapter, puis que je retire de quoi de positif de ça, là. Puis c'est ça, ça qui Comme moi, sûrement, ça m'est arrivé dans la vie que j'avais planifié mes choses d'avance, puis c'est arrivé comme ça, puis je dois sûrement m'être dit « Wow, quelle belle liberté de ne plus avoir à s'inquiéter. » Exact. C'est beaucoup plus stressant à vivre au jour le jour que lorsqu'on est un peu planifié d'avance. Comme ça pourrait aussi, pour moi, être extrêmement ennuyant de savoir d'avance ce qui va se passer. Mm-hmm. Ça donne un avant-goût, j'imagine, de tes conférences, justement. Beaucoup. Ça doit être beaucoup. Oui, c'est ce qu'on vient de parler là. C'est aussi beaucoup sur la motivation, sur la connaissance de soi, sur la gestion du stress, le travail d'équipe, la communication. Et surtout et avant tout, l'essence de ma conférence porte sur la raison pourquoi on fait telle ou telle chose. Mm-hmm. En fait, qu'est-ce qui nous a amenés ici, puis où on s'en va exactement. De façon assez simple, mais très, très imagée. Les gens vont rire, ils vont pleurer, puis ils vont réfléchir dans mes conférences. Mm-hmm. Et c'est un peu ça le rôle de quelqu'un qui fait des conférences. Je prétends pas qu'on connaît les choses plus que les autres, au contraire, mais ce qui est extrêmement important, c'est d'être capable d'apprécier la différence des autres. Donc, pour moi, lorsque je donne une conférence aux gens, je livre ce que je suis dans la plus grande vulnérabilité et surtout une très grande gratitude d'être chanceux de faire un métier, une profession que j'aime, qui va aider des gens puis qui va en bout de ligne être très bénéfique pour moi parce que je me sens bien à faire ça. Il faut que vous aimiez ça, là, parce que là, c'est rendu au-dessus de 100 par année, donc j'imagine que vous retirez autant que ce que vous amenez. C'est donner, vous recevrez. Donc, plus je donne, plus je reçois. Puis je suis heureux de faire ça. On va se diriger un peu de psychosportive. Vas-y. On en a parlé un peu tout à l'heure. Ça fait certaines années que tu es consultant pour le Canadien de Montréal. C'est encore d'actualité? En fait, ça, je l'ai fait pendant 3 ans. Ça fait 2 ans que je suis plus là. Je suis parti à peu près en même temps que Michel Therrien. OK. Puis, non, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai eu la chance que Marc Bergevin, M. Morrison, tout le monde me fait confiance. Mm-hmm. Puis Michel, j'ai vécu une belle expérience pendant les 3 années que j'ai été là-bas. Puis maintenant, je le fais, mais de façon plus individuelle avec des équipes, avec des joueurs, pas avec des équipes en tant que telles. C'est très prenant avec des équipes parce que faut que tu sois là, tu es présent, et souvent aux pratiques, aux matchs. Tandis que là, de façon plus individuelle, c'est un peu plus facile pour le genre d'agenda que j'ai. Parce que je fais beaucoup de conférences. Fait qu'en ce moment, c'est plus l'équipe de contact, j'ai tel joueur qui a besoin. Des fois, mais souvent, c'est le joueur lui-même. Souvent, c'est le joueur. OK. Puis avant, c'était vraiment... T'allais même aux pratiques? Oui. Avant, c'était vraiment, là, tu sais, quand on a fait le no excuse dans le vestiaire, tout ça, c'était avec Michel. J'ai bâti ça avec lui. On a bâti vraiment tout le côté du message qu'il voulait livrer, vraiment en détail sur plein de choses. Ça, c'est extrêmement plaisant de faire ça. Mais la façon dont je le fais maintenant, de façon plus individuelle, il reste qu'on est encore dans un monde où la psychologie fait peur à des gens. Comme là, en septembre, on est en train d'écrire un livre, Joanne, mon frère, qui est psychologue, clinicien, et moi, sur... Joanne est ta Joanne, femme. ma conjointe, qui est neuropsychologue. Et mon frère, qui est psychologue clinicien, sur la psychothérapie, c'est pas pour les malades. Donc, c'est comme pour un peu démystifier le côté de se prendre en main, puis le côté psychologique fait peur aux gens. Tu sais, lorsqu'on dit aux gens maladie mentale, ça fait peur. Si on me parle de maladie physique, ça fait moins peur. Moi, je rêve du jour où on n'aura plus besoin de faire la différence entre les deux, qu'on va seulement parler de maladie ou on va seulement parler de santé. Oui, puis ça restreint aussi le psychologue. C'est pas seulement régler la maladie mentale. Là, tu peux aller voir un psychologue juste pour du suivi, puis c'est pas obligé d'être une grosse difficulté. Là. Non, puis au contraire. C'est pour le bien-être. Exact. Les gens pourraient facilement prévenir beaucoup de choses en le faisant. C'est ça. Ouais. Idéalement, c'est de la prévention. Exactement. Ouais. Puis, en termes...
moi, je trouve ça intéressant que l'équipe faisait vraiment appel à toi comme un coach, que tu étais là durant les pratiques. Ouais. Ça se fait pas beaucoup. Oui, moi, j'allais Est-ce que ça à se toutes fait les pratiques. Il y en a quelques-uns dans la Ligue, oui, de plus en plus. Il y en a plusieurs qui sont là de façon sporadique. Dans les ligues vraiment professionnelles. Oui. Plus tu descends, plus il n'y a pas ça. Là, c'est triste parce que c'est là qu'on devrait en avoir le plus. Oui, pour bâtir tout ça, puis une fois rendu puis les gens comme toi qui comme moi qui peuvent aider justement à développer l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi. Tu commences tôt, mieux c'est. La communication, exactement. C'est ça le but. Oui. Il y a aussi, il ne faut pas commencer trop tôt non plus. Là, je pense vers 12-13 ans. À partir de là, OK, tu commences peut-être à intégrer des petites choses. C'est sûr qu'il faut que, de façon cognitive, il faut que la personne soit assez vieille pour comprendre la démarche qu'on est en train de faire, là, c'est certain. Oui. Puis, j'aimerais ça amener un peu le terme de l'état de flow, parce que je lisais sur ton site Internet, tu avais fait un petit article récemment, quand même récemment, je pense. Puis, aussi appelé la zone. Oui. C'est un peu l'état que tous les athlètes recherchent. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet? En fait, c'est quelque chose qui est, pour tous ceux qui ont fait du sport de haut niveau, on va le vivre, ça. Mm-hmm. C'est un endroit où on se sent à 100% ici maintenant. Donc, si j'avais à le décrire de façon la plus précise possible, c'est un endroit où l'athlète sent que les capacités qu'il a sont à son maximum. Il n'est pas dérangé par deux choses. L'athlète est soit dérangé par ses propres pensées, donc quelque chose qui vient de l'intérieur de lui, ce qu'il va avoir comme conversation interne, ce qu'on appelle son soliloque. Donc, cette communication interne-là va déterminer comment je vais performer dans mon sport. Puis, très souvent, on va dire que c'est 80% dans la tête puis 20% de talent. C'est un peu vrai, parce que à un niveau élevé, je dirais que le talent des athlètes qui sont là est proche. Et ce qui va faire une grande différence, c'est la partie psychologique. On l'a vu récemment, là, les Raptors viennent de gagner, puis c'était pas nécessairement sur le terrain la meilleure des deux équipes, mais avec un but tout le monde précis ensemble, qui était de écrire l'histoire. Très bon exemple. Hein? Du côté de Saint-Louis au hockey, c'est la même chose qu'on vient de voir. Ouais. Les Bruins avaient une équipe qui est beaucoup plus structurée dans le nouveau style de hockey d'aujourd'hui, plus moderne, tandis que les Blues avaient une équipe un peu comme des années, il y a quelques années, où on a une défensive un peu plus grande, moins défensive, et pourtant, puis avec un gardien de but qui est arrivé tout jeune, qui arrive, puis qui a fait ses preuves, sur lesquelles on a un peu de difficulté à donner confiance, mais là, qui se dépasse match après match, qui prend sa confiance et qui se retrouve sur une lancée qui est vraiment exceptionnelle. Et aussi, lui, il a dû être dans la zone pendant une bonne partie des séries. Là. Exactement. Et si on regarde ça, Francis, ensemble, du côté des Raptors, si on regarde les deux équipes puis l'historique qu'ils ont, mais eux avaient une motivation intrinsèque très puissante et une motivation d'équipe puissante de dire on veut faire partie de l'équipe qui va écrire une partie de l'histoire. La même chose pour les Blues. 52 ans, 50 années, après 51, une première coupe, un endroit. Donc, c'est certain que la motivation à ce moment-là de ces joueurs-là, elle était excessivement grande. Ça s'est produit beaucoup dans la Ligue nationale durant les séries cette année. Exactement. Les équipes underdog, là, ils ont toutes performé. Donc, c'est pour dire comment la rivalité, elle est proche d'une équipe à l'autre. Ce qui va faire la différence à ce moment-là, c'est vraiment ce qui se passe de façon vraiment psychologique, individuelle et de groupe. Ouais. La confiance, c'est contagieux. Mais le momentum aussi. Et tout ça vient s'enchaîner dans une partie qu'on appelle la zone. La zone, elle existe pour un individu, elle existe aussi pour un groupe. Donc, je peux être dans un flow, dans une zone où je me sens parfaitement bien là, puis que je suis prêt à performer à un niveau parce que je suis présent ici, maintenant, à 100%. Comme par exemple des équipes qui ont des longues séquences de victoires versus des longues séquences de défaites. Puis lorsque ça arrive, les longues séquences de victoires, le moment où ça arrive qu'ils vont perdre, c'est qu'ils vont commencer à avoir peur de perdre la séquence. Donc, on ne joue plus pour gagner, mais on joue pour ne pas perdre. Ouais. La même chose arrive pour les athlètes. Donc, être dans la zone, c'est cette partie-là qui est le soliloque de ma conversation interne où l'inquiétude va s'abaisser,
puis que mon langage interne va devenir de plus en plus confiant comme langage. Donc, au lieu d'avoir peur des choses, je vais vraiment désirer des choses. Un peu comme un gardien de but qui, dans son filet, va reculer au lieu de challenger le joueur, puis de s'assurer, de dire, je vais être square avec lui, je lis bien le jeu, puis je prends une bonne décision, puis j'agis en conséquence. C'est beaucoup d'automatisation. Lorsque le joueur a des doutes, mais il va ralentir dans son jeu. Puis lorsqu'on ralentit dans un sport aussi rapide que le hockey, c'est terminé. Donc, plus il y a d'automatisation, plus il y a de confiance, plus je me sens que je suis à l'aise, j'ai moins de doutes, plus de confiance, meilleure performance. Puis comment on peut travailler ça justement pour briser cette automatisation-là? Ce qui est vrai est bon. Ce qui est vrai pour bien agir et avoir du succès est aussi vrai lorsque c'est un slump, lorsque c'est une léthargie. La façon de le briser, c'est par donner à mon cerveau l'ordre que je veux qu'il fasse. Donc, premièrement, en prendre conscience que tu as cette automatisation-là. La première chose, c'est d'écouter notre propre pensée. C'est quoi ma conversation interne? Pourquoi je me sens comme ça en ce moment? Donc, d'avoir une partie d'introspection, de voir comment je me parle à moi-même. Souvent, le pire coéquipier qu'on a, c'est soi-même. On va être dur avec soi-même. On va souvent se caler. On va avoir un langage qui est très, très dur. Ça, c'est le premier point, c'est de devenir ton meilleur ami. C'est ça. Puis d'en avoir même pas conscience des fois en plus. Exactement. Puis d'en être affecté énormément. Là. Puis c'est là que le flow, on peut le visualiser, on peut le vivre. Plus je vais préparer d'avance, plus je vais vivre le moment que je m'apprête à vivre, je le vis dans ma tête. Plus lorsque ça va arriver dans le réel, mon corps, mon esprit, tout ce que je suis va être préparé aussi. Oui, c'est vraiment ça. Puis je lisais récemment que on est à peu près, les athlètes sont à peu près 10 à 15% du temps dans la zone. C'est pas énorme. Il faut aussi être réaliste dans le sens que tu ne pourras pas tout le temps être dans la zone, puis il faut que tu acceptes que des fois, tu rentres, tu sors, ça va moins bien. Puis... C'est drôle que tu dis ça parce que lorsque tu le sais, les athlètes le sentent qu'ils sont dedans. Puis là, c'est comme... le plus bel exemple que j'ai eu, c'est en travaillant avec un joueur qui s'appelle John Smoltz. C'est un lanceur des Braves d'Atlanta qui a gagné le Cy Young comme lanceur partant. Il l'a gagné aussi comme lanceur de relève. Puis, il a eu une carrière exceptionnelle. C'est un des meilleurs lanceurs qui a existé. C'est aussi un des meilleurs amis de Tiger Woods. C'est comme ça que moi, j'ai eu la chance de travailler avec Tiger parce que j'avais travaillé avec les Braves d'Atlanta aux Jeux olympiques d'Atlanta, présenté à l'époque où je m'occupais de plusieurs athlètes. Donc, c'est comme ça que j'ai eu contact avec lui. Puis, à un moment donné, il me dit... Lorsque je suis vraiment dans ma zone, quand je me sens que je suis là à 100% puis je lance, c'est comme si je trichais ou presque. Tout vient tellement facilement. C'est comme le jeu était au ralenti, puis j'avais le temps de profiter de chacun des moments. Je me sens comme si j'étais dans un film où j'ai tout ralenti puis où j'ai le plein contrôle. Et j'ai trouvé ça comme image tellement vrai que tout est dans une simplicité. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le flow. C'est que ça flow, ça glisse doucement, puis c'est du naturel. Je trouve que c'est une belle manière de l'expliquer parce que souvent, c'est dur justement de l'expliquer. Ouais. C'est quelque chose qui a l'air d'être tellement plus ressenti que... C'est ça. Tu le sais quand tu es dedans, puis c'est tout. Tu sais quand tu es dedans, puis tu te dis, voyons non, ça va bien. C'est ça. Ça va bien, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est drôle parce que souvent, la zone s'arrête quand je la questionne. Les athlètes qui entrent dans la zone puis qui sont dans la zone, pendant qu'ils sont là, ils se questionnent pas. Mais là, lorsqu'ils commencent à se dire « Hey, ça va bien, là, j'ai 3 strikeouts de fête d'affilée, j'ai 3 birdies d'affilée, qu'est-ce qui va arriver, là? Bang. Ça va bien, là, j'ai compté 2 buts, le 3e s'en vient-tu? Là, j'ai un blanchage, je suis rendu presque à la fin de la partie. À partir du moment où il y a questionne, il n'est plus dans la zone déjà. C'est terminé, tu comprends? Il est déjà plus. C'est ça. Lorsque je questionne la zone en disant « Wow, mais ça va bien », c'est fini. Parce que je suis plus là, je suis en train de me questionner sur ça. En terminant, parce que là, c'est ça, on avait dit une quinzaine de minutes parce que t'es quelqu'un d'assez occupé. Je m'en fais d'autres conférences. Mais je peux en faire d'autres podcasts avec toi n'importe quand. Avec plaisir. On écrit, mais en terminant, je ne sais pas si tu aurais des exemples pratiques de des athlètes avec qui tu as travaillé qui pourraient vraiment illustrer comment, par le mindset, on peut améliorer la performance. S'il faut que tu changes les noms par souci de confidentialité, c'est bien correct. Oui. Ben, j'ai un de mes athlètes c'était un golfeur qui était à un très très haut niveau. Il joue maintenant aux États-Unis. Et je me souviens, lorsqu'il
sur le tee-off, le tertre de départ, il n'y a aucun problème. Dans le fairway, aucun problème. Aussitôt qu'il amenait sa balle sur le green, là, tout changeait. Il devenait un autre joueur. Ah ouais. Puis en embarquant sur le green, ben là, il commençait à se poser des questions parce qu'il commençait à trouver qu'il n'était pas bon pour putter. Mais plus il se trouvait pas bon, plus pire il était. Et là, on a décortiqué ça en occupant son cerveau. Parce que mon cerveau, il peut avoir juste une pensée à la fois. Puis il y a une émotion qui est associée. Donc, c'est moi qui dois prendre le contrôle et non pas le cerveau dicter ce que moi je veux. Comment tu l'as occupé? On l'a occupé en disant, lorsque ta balle touche au green, aussitôt qu'elle est là sur le green, tu commences à te poser des questions sur des choses subjectives. Bon, ma balle, elle est plus haute. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je suis à telle distance. Occupe ton cerveau à travailler à qu'est-ce que tu vas faire. Pour lorsque tu vas arriver sur le green, tu vas être tellement occupé à travailler ton cerveau qu'il n'y aura pas le temps de jouer le tour d'aller ailleurs. Donc, c'est ce qu'on a fait. Puis, au fur et à mesure, on a fait ça. On s'est dit, j'étais à quelle distance, la mesure. Puis après ça, je faisais des mesures qui étaient plutôt objectives. Après ça, je prenais une décision. Bon, OK, quand je vais striker ça, il va falloir que je fasse ça. Là, je vais... Et là, sa conversation était sur la solution pour amener la balle au trou. Et non pas sur le problème. Jamais. Et à partir de ce moment-là, tout a changé parce qu'on a occupé son cerveau à ce que lui désirait et non pas à ce qu'il ne désirait pas. Et c'est ça surtout le problème qu'on a. Très souvent, on laisse notre cerveau errer, puis il va errer où? Vers la peur. La peur de manquer son coup, la peur de retomber, de faire des échecs, je suis passé. Là, et là, ça fait... Là, je suis moins 4, puis vas-tu le perdre? Et là, tu commences à suranalyser jusqu'à serrer les mains sur le bâton. Puis... C'est pour ça qu'on dit toujours aux athlètes, sois fier de ce que tu as fait, peu importe le résultat, pourvu que tu aies donné toujours 100%. Vous allez voir les plus grands athlètes, ils ne vous parleront pas de leur performance, ils vont vous parler de comment ils sont contents de ce qu'ils ont fait malgré les résultats. Parce que les résultats, moi, j'ai pas de contrôle si tu compétitionnes avec moi, comment toi tu vas performer. J'ai un contrôle seulement sur moi. Donc, je dois être fier de ce que j'ai fait si j'ai donné le maximum puis j'ai grandi à travers ça. Je dois être fier de si j'ai commis certaines erreurs, d'apprendre de ces erreurs-là. C'est ça, c'est après. C'est ce que tu vas faire après. Si tu as commis une erreur puis tu fais rien, ben tu vas la répéter. Exactement. Probablement. Mais si tu l'analyses puis tu essaies de la corriger pour le prochain match. Ben... Exactement. Puis en te sentant... pas en te diminuant, mais en étant heureux de ce que tu fais, puis de profiter du moment que c'est un jeu. Ça demeure un jeu, puis ça doit rester plaisant. Ça, c'est le but principal. De revenir à la base. Même les athlètes de haut niveau, ils performent mieux quand ils sont heureux. Ils performent mieux quand ils s'amusent. C'est normal. Ah ouais, c'est ça. C'est de revenir à l'enfant. Pourquoi tu as commencé? C'est parce que tu avais du fun à faire ça. Oui, puis c'est parce que tu aimais ça. Mais je dis toujours que la plus grande réussite dans le monde du sport, c'est d'avoir quelqu'un qui prend sa retraite. Peu importe s'il a joué professionnel ou non, s'il a joué juste plaisir. Mais que jamais il va se voir dans sa vie un jour laisser le hockey ou laisser le sport qu'il aime. Puis il va faire ça toute sa vie par passion parce qu'il aime ça. Ça, c'est du succès. La pire des échecs, c'est celle qu'on a joué professionnel, on a gagné notre vie, mais lorsqu'on a terminé, on a tellement pas assez aimé ça qu'on l'a fait comme un travail, puis lorsque c'est terminé, on arrête et on ne joue plus jamais. On accroche ses patins pour continuer. Je disais justement tantôt que Bournival a pris sa retraite, là, parce qu'aujourd'hui, il a annoncé ça. Lui, ça a été blessure après blessure après blessure. Pauvre gars quand même, là, mais c'est ça. Il n'est pas vieux en plus. Ah non, là, 27 ans. Là. C'est ça. Il faut qu'il... C'est l'après. Là, C'est ça. Là, il faut qu'il se fasse aider pour trouver un autre rêve, d'autres choses qu'il va faire. Mais c'est difficile, hein? Quand tu as été adulé, aimé, connu par tout le monde, puis qu'on tombe un peu dans l'oubli, dans l'anonymat, c'est difficile pour vous autres de vivre ça. Puis c'est difficile pour les athlètes olympiques de haut niveau de trouver une autre carrière qui va les faire vibrer autant que ce qu'ils ont fait avant. Fait que quand ta carrière puis ta retraite s'arrête à 27 ans, c'est jeune, c'est là encore la vie, fait qu'il faut trouver autre chose dans lequel tu vas être capable de transférer les habilités, les connaissances, les compétences que tu as acquises dans l'autre sport, que tu peux se transférer ailleurs, puis continuer à développer pour s'accomplir. C'est ça le sommet de la pyramide de Maslow. Oui, c'est d'ailleurs pourquoi beaucoup d'athlètes vont se tourner vers le coaching. C'est ça, exactement. Ils vont chercher quand même une certaine satisfaction. Puis aussi, c'est qu'ils amènent leur bagage pour autre chose. Donc, c'est cette transition-là qui est importante. Utile. Exact. Ouais.
Écoute, je te remercie énormément d'avoir participé au podcast. Ça fait plaisir. Puis on s'en refait ça peut-être dans une couple de mois ou une couple d'années. Tu viendras chez nous, on se ferait un autre podcast. Puis après ça, on se ferait un bon repas avec un peu de vin. Super. Ça fait partie du sport. Merci. Merci à tout le monde qui t'écoute. Bravo pour merci à tout le monde qui a écouté le podcast jusqu'à la fin. Donc, merci. Merci Sylvain. Merci à toi.